Benetton Formula, 1997, la construction de l'échiquier. Sur Piccadilly Circus, entre les murs du Planet Hollywood, l'ambiance était très hollywoodienne. La nouvelle arme de Benetton, devant gommer l'affront du précédent exercice, exhibait des lignes finalement assez familières. Une simple évolution de la précédente monoplace en plus fine. La B197 était désormais le fruit d'une nouvelle équipe technique composée de Pete Simon et Nick Wright. Plus légère d'une vingtaine de kilos, disposant d'un nouveau différentiel hydraulique et d'une direction assistée, ainsi qu'une nouvelle suspension arrière et un retour à la boîte de vitesse transversale à 6 rapports. Des solutions simples pour revenir à l'essence même du succès. Surtout, des solutions pour masquer un budget de seulement 50 millions de dollars, moins important que la saison précédente. 2 fois moins que Williams et McLaren et 3 fois moins que Ferrari. En bref, des solutions de 1995 pour résoudre les problèmes techniques de 1996. Benetton commençait à rentrer dans le rang. La victoire au Grand Prix d'Allemagne de Gerhard Berger ne changera rien à l'évolution d'une saison complexe. Benetton perdait du terrain. Distancé par Williams et Ferrari, rattrapé par McLaren, l'usine d'Enstone comptait essentiellement sur la puissance et l'évolution du moteur Renault RS9 pour se maintenir à son niveau. Jean Alesi et Gerhard Berger, échaudés par cet épisode de leur carrière, décidèrent de changer d'horizon. Sauber sera le salut du pilote français et la retraite celle de l'Autrichien. L'été 1997 fut terrible pour Benetton. Aucune rumeur de transfert a référencé alors pour remplacer le duo de pilotes, malgré une timide approche auprès de Damon Hill. Pire, l'équipe était annoncée à vendre 80 millions de dollars. En réalité, la famille Benetton racheta les 35% de ses parts à Flavio Briatore, et ce dernier démissionna dans la foulée en septembre, remplacé par David Richard pour les dernières courses de la saison. Une page se tournait alors pour Benetton Formula. Entre-temps, en bon soldat, l'Italien avait signé un contrat de sponsoring avec FedEx et surtout réalisé 2 importants accords. Le premier était avec Mecachrome Renault pour une fourniture de 2 saisons, 1998 et 1999, après avoir flirté avec Mugen Honda pendant des mois. Le second avec son sponsor principal, Mil7, contre 35 millions de dollars pendant 3 saisons. Enfin, Briatore avait signé les accords Concorde jusqu'en 2007. Les bases restaient solides pour l'avenir. L'épisode Mecachrome relevait de l'ultime coup de Briatore. Une sorte de vengeance entre amis. Une démonstration de puissance aussi. Ayant négocié la fourniture moteur pour le compte de la Scuderia Minardi avec les Français pour obtenir le V10 ex-Renault en 1998, le manager italien avait déboursé 3 millions de dollars d'acompte. Souhaitant vendre ses parts de Minardi, Flavio Briatore souhaitait développer l'usine de Faenza pour la rendre plus séduisante auprès des très britanniques commanditaires de la British American Tobacco. Ces derniers visaient le rachat d'une équipe à moyen terme. À l'époque, Benetton voulait quitter la Formule 1 et souhaitait vendre à un partenaire solide. British American Tobacco, grand concurrent de Philip Morris via la marque Marlboro, souhaitait racheter une équipe. Le départ de Flavio Briatore en septembre était le résultat de la stratégie de la famille Benetton d'épouser le projet de David Richards, qui consistait à faire racheter un top team par le géant du tabac. Juste après le Grand Prix du Japon, Benetton annonçait une prolongation de contrat avec Mil7. L'opération était pilotée par Flavio Briatore. Par quels moyens ? Simplement en devenant conseiller et VRP pour les Japonais dans le paddock. N'avait-il pas, durant la saison 1996, menacé Ken Tyrrell en pleine réunion pour les accords Concorde en indiquant
que le budget de la marque tabac japonaise dont disposait le grand Ken pour financer son équipe relevait de sa décision et non pas celle de l'anglais. L'argent ira d'ailleurs chez Minardi l'année suivante. L'affaire Mecachrome Minardi Benetton relevait du même mélange des genres. British American Tobacco ayant finalement choisi le troisième projet de Greg Pollock, en rachetant l'équipe Tyrrell, Flavio Briatore n'avait plus réellement d'intérêt pour Minardi. Il céda pour 18 millions de dollars ses parts à son associé Gabriele Rumini et dans la foulée céda son option pour le moteur Mecachrome. En effet, sans moteur pour 1998, Benetton Formula racheta pour 5 millions de dollars le pré-contrat signé par une société proche du manager italien au nom de Minardi avec Mecachrome en décembre 1997. Une répétition avant l'épisode Supertech. Entre-temps, l'influence de Briatore était toujours visible chez Benetton. N'ayant pas de top team disponible sur leur marché pour la saison 1998, l'usine d'Enstone fit le choix de signer 2 jeunes pilotes proches de son ex-manager italien. Agents d'image de Giancarlo Fisichella et Alex Wurth, les 2 pilotes avaient été confirmés par Benetton pour les saisons 1998 et 1999. De son côté, Jarno Trulli hérita d'un volant Prost Peugeot ex-Ligier avec une option pour 1999. Ayant pris conscience que son temps était venu avec l'arrivée de son rival Alessandro Benetton dans la galaxie Benetton, Flavio Briatore avait embauché en juin 1997 le français Bruno Michel, alors gérant de l'équipe Ligier, pour réaliser sa seconde vie, loin de la gestion d'une équipe. Cette stratégie allait toutefois lui permettre de rester en contact avec la Formule 1, mais également de rester un conseil de Luciano Benetton pour son équipe, ainsi que pour les Japonais de Japan Tobacco et les Français de Renault, ainsi que les pilotes de Fisichella, Trulli, Wurth et même Pedro Diniz. Une autre histoire pouvait débuter dans un avenir lointain. Une sorte de vengeance sur l'ère précédente. Le scénario d'un Italien qui n'avait aucune chance dans le salon de l'hôtel Gouverneur en 1989 face à Bernie Ecclestone et qui est venu avec le temps un personnage unique du monde de la Formule 1, l'instigateur d'une évolution toujours visible aujourd'hui, en bien ou en mal. Le jugement s'apprend avec le temps.